2008, ça nous amène quand même à 14 ans en arrière. J'ai eu une discussion avec un membre éminent de l'élite saoudienne, et je lui ai posé la question, est-ce qu'Israël, le problème d'Israël, et il m'a répondu, mais Israël n'est pas un problème, c'est la solution pour nous. Le processus appelé paix d'Abraham revitalise tout ce qui a été fait, la paix avec l'Égypte, la paix avec la Jordanie, la détente avec, vous voyez le cas du Maroc. Eh bien, nous sommes très heureux d'accueillir dans ce studio pour la première fois depuis 2 ans. C'est un revenant, Michel Gurfinkel. Michel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, on n'a pas besoin de vous présenter. Vous étiez avec nous via Zoom pendant ces 2 dernières années et c'est votre retour en Israël grâce à l'ouverture des frontières, on va dire. Et on voudrait vraiment profiter de votre présence ici en Israël pour approfondir 2 sujets, on va dire 2 sujets d'actualité brûlante sur le plan diplomatique. Le premier, il se rapporte juste à ce sommet que l'on a couvert il y a 2 jours à peine, ce sommet qualifié d'historique par certains, qui réunissait le président Abdel Fattah al-Sisi, le président égyptien, le prince héritier émirati Mohammed ibn Zayed et le premier ministre israélien Naftali Bennett à Sharm el-Sheikh. Alors, on a beaucoup parlé de l'Iran, très certainement là-bas. On a parlé aussi de la problématique de la bande de Gaza avec les Égyptiens, des gardiens de la Révolution. Mais je voudrais savoir, qu'est-ce que ça vous inspire de voir un peu quelque part d'ici l'État d'Israël, le Premier ministre israélien, entre d'un côté le premier pays, le chef du premier pays qui a signé la paix avec Israël en 1979, donc Sisi, et l'Émirati qui est celui qui a enclenché, on va dire, les accords d'Abraham. Lorsque la paix avec l'Égypte a été conclue, il y a déjà maintenant beaucoup d'années, la grande question que beaucoup de gens se posaient, c'était de savoir si c'était une paix stratégique ou une paix tactique. Si c'était une vraie paix à long terme ou si c'était un arrangement transitoire et en définitive fragile. Il faut dire que les Israéliens, je le sais parce que c'est ce que, par exemple, m'a dit un jour Tzvi Mazel, qui a été ambassadeur en Égypte, qui a été le numéro 2 de la première ambassade israélienne en Égypte, puis ambassadeur en Égypte, qui est probablement l'Israélien qui a le mieux connu l'Égypte pendant le lancement de la paix entre les 2 pays. Et il m'a dit un jour que avec Sadat, on avait le sentiment d'une volonté stratégique. Avec ensuite son successeur, Moubarak, les choses ont été extrêmement différentes. On avait plutôt le sentiment d'un arrangement tactique. Et il y avait à la fois un sentiment de sécurité parce qu'on était persuadé que Moubarak ne sortirait pas de la paix, mais en même temps, il y avait une perception très nette des limites de cette paix. Ce qui s'est passé et qui a conduit aux accords d'Abraham, ça a été un très très long processus, une sorte de révolution mentale, disons une révolution copernicienne dans une partie du monde arabe, en particulier dans les pays du Golfe et en Arabie saoudite. Personnellement, j'ai commencé à m'apercevoir de ce changement, je dirais, il y a une quinzaine d'années, et ce changement est devenu, à mes yeux, absolument irréversible depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire... il y avait des indices. Il y avait plus que des indices. Moi, j'ai pu rencontrer des responsables saoudiens ou émiriens et à chaque fois que je les rencontrais, c'était généralement des amis communs qui arrangeaient la rencontre, les entretiens. Et moi, je ne savais pas trop
quel genre de questions poser, quel genre de sujet aborder. Et on me disait, mais vas-y, sur tous les sujets que tu veux, tu vas être surpris des réponses. Et moi, je me rappellerai toujours, à l'époque, à peu près au moment où Obama a été élu, j'ai pu, donc 2008, ça nous amène quand même à 14 ans en arrière, j'ai eu une discussion avec un membre éminent de l'élite saoudienne, et je lui ai posé la question, mais est-ce qu'Israël, le problème d'Israël, et il m'a répondu, mais Israël n'est pas un problème pour nous. C'est presque une solution. C'est la solution pour nous. Israël, c'est la solution. Ceci date de... C'était, je dirais, 2009, c'est-à-dire à peu près au moment où Obama faisait son fameux discours passablement stupide au Caire. Voilà ce que les Saoudiens disaient. Alors, moi, ce que je dirais simplement, c'est que, évidemment, la paix d'Abraham, le processus appelé paix d'Abraham, revitalise tout ce qui a été fait, la paix avec l'Égypte, la paix avec la Jordanie, la détente avec, vous voyez le cas du Maroc, où une sorte de détente a évolué vers la paix formelle. Et alors, je voudrais ajouter une dernière chose, c'est que si j'essaie de me placer du point de vue des Européens, du point de vue des Français, je dirais que leur intérêt national numéro 1, c'est de soutenir ce processus. Parce que ce processus, en se poursuivant, va avoir des effets sur l'ensemble du monde arabe et l'ensemble du monde musulman. Et il va changer, à mon avis, considérablement la situation, la donne dans les pays où il y a aujourd'hui, en Europe, des communautés arabes ou musulmanes importantes. Le fait que ce soit un nouveau Premier ministre aussi du côté israélien, ça favorise aussi ce rapprochement ? Ce que je sais, c'est que les interlocuteurs arabes d'Israël ne juraient que par Netanyahou. Oui. Ils avaient une confiance absolue en Netanyahou. Maintenant, je crois que Bennett et Lapid ont su finalement rebondir là-dessus. Donc, dans l'esprit des Arabes, la confiance qu'on avait dans Netanyahou se maintient tout à fait avec Bennett et Lapid. Le reste, maintenant, c'est une question d'initiative, de capacité d'initiative, aussi bien du point de vue israélien que du point de vue arabe. Alors, on va arriver à notre deuxième sujet, qui est le sujet majeur de ce dernier mois, c'est-à-dire le conflit en Ukraine, avec, tout d'abord, puisqu'on parlait de Naftali Bennett, un mot sur cette médiation. Là aussi, on a le sentiment assez étonnant de voir qu'après avoir méprisé assez ouvertement des leaders comme Macron ou d'autres leaders occidentaux, eh bien, Poutine semble accorder une sorte de confiance, à moins que ce soit de la manipulation de sa part, à Naftali Bennett qui poursuit sa médiation avec l'Ukraine. Vous y croyez à cette médiation ? Cette médiation n'existerait pas si Poutine et Zelensky n'étaient pas d'accord pour une telle médiation. Oui. Je ne pense pas que Bennett aurait pris le risque politique ou diplomatique de lancer un projet de médiation de ce genre s'il n'avait pas eu des assurances importantes des deux côtés. En ce qui concerne les Russes, nous avons eu confirmation du fait qu'il y a eu un travail préliminaire poussé entre les Israéliens et les Russes, entre Bennett et Poutine, pour envisager cette médiation. Les Russes ont ouvert plusieurs canaux de médiation ou de discussion. Ils en ont ouvert un quand même... Avec la Turquie aussi. Avec Macron. Il y a eu une ouverture avec Macron, mais c'est très difficile d'aller plus loin puisque Macron lui-même a son propre projet européen qui aujourd'hui passe par le soutien de l'Ukraine. Ils ont essayé avec la Turquie et il est possible d'ailleurs qu'en définitive, la Turquie puisse jouer un rôle. Vous voyez, cette Turquie extrêmement curieuse, qui est à la fois membre de l'OTAN, candidate à l'Europe et en même temps ultranationaliste et qui a développé des relations de coopération même technologique ou militaire avec la Russie. Donc il y a quelque chose qui se fait avec la Turquie. Mais Israël
Israël, il faut comprendre ceci, Israël est très important pour les Russes aujourd'hui. Les Russes ont une idée très simple, une lecture très simple du monde, c'est que les pays où il y a des russophones, les pays où on parle russe, où il y a des communautés russes importantes, sont, en quelque sorte, font partie de la famille russe. Et c'est ce que j'ai entendu de beaucoup de Russes avec lesquels j'ai pu parler au cours des derniers mois, des dernières années. Pourquoi voulez-vous que la Russie soit contre Israël, puisqu'Israël est un pays russe? Oui. L'idée qu'il y a un pays où il y a beaucoup de Russes, qui a des relations d'ailleurs très étroites avec tous les pays de l'ex-Union soviétique. Vous savez à quel point il y a des relations à la fois, je dirais, économiques, stratégiques et humaines extrêmement importantes. Il n'y a pratiquement pas de famille israélienne d'origine soviétique qui n'a pas encore de la famille dans l'ex-Union soviétique. Aussi bien, par exemple, dans le cas actuel, en Russie qu'en Ukraine. En même temps, c'est un pays qui peut apporter à la Russie toutes sortes de choses où la Russie est acheteuse, c'est-à-dire évidemment la haute technologie, évidemment toutes sortes de canaux sur le plan économique, sur le plan financier, etc. Tout ceci fait que il y a une possibilité très réelle de médiation de la part d'Israël, à condition que les protagonistes soient d'accord. Si les protagonistes ne sont pas d'accord, il n'y a pas de médiation. C'est pas donc une manipulation de la part de Poutine, Poutine qui pourrait manipuler un novice en matière diplomatique comme Bennett. Vous avez toujours un élément de manipulation. La politique, c'est de la manipulation. La politique internationale, c'est de la manipulation. Ça a toujours existé comme ça. C'est normal. On ne va pas aller plus loin. Mais d'un autre côté, encore une fois, rien ne se passerait s'il n'y avait pas... si les Russes, par exemple, n'étaient pas demandeurs. Alors, je voudrais revenir un peu sur le contexte de ce conflit. Vous n'avez pas l'air d'avoir été particulièrement surpris par son déclenchement, puisque d'une certaine manière, il y a quelques années de cela, dans un de vos ouvrages, le roman d'Odessa, eh bien, vous traciez d'une certaine manière un peu le déroulé de ce qui est en train de se passer aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie, plus ou moins. Oui, dans le roman d'Odessa... C'était en quelle année le roman d'Odessa ? Le roman d'Odessa a dû être publié à la fin de la décennie 2000, donc 2008 si je ne m'abuse. Ouais. Ce roman d'Odessa, c'est à travers l'histoire d'Odessa, en fait, l'histoire de l'espace russe, de l'Ukraine, du judaïsme de l'Europe de l'Est, d'un judaïsme qui a été successivement polonais puis russe. Et il est vrai que à travers ce livre, je notais déjà l'imbrication totale des deux nations russes et ukrainiennes. Vous savez, on dit qu'on ne se hait vraiment qu'au sein de sa propre famille. Oui. Hein, c'est ce qu'on dit. Bon, je sais que heureusement, ce n'est pas le cas pour beaucoup de familles, mais quand il y a un problème au sein d'une famille, il est vraiment très difficile à surmonter. Et ce qu'il y a, c'est que les Russes et les Ukrainiens, ce n'est pas le même peuple, mais c'est des peuples jumeaux. C'est des peuples qui ont la même origine, qui, d'une façon ou d'une autre, ont vécu ensemble, qui appartiennent à un seul et unique espace géopolitique. Vous voyez, l'Ukraine n'est pas une île, l'Ukraine n'est pas séparée de la Russie par des montagnes, elle n'est pas séparée de la Russie par une barrière naturelle quelconque, par un désert. Donc, en fait, les deux peuples qui ont la même origine, hein, l'ancienne Ukraine s'appelait Rousse, c'est le mot dont est venue Rossia, la Russie, Biélarousse, la Russie blanche, et le vrai nom de l'Ukraine, c'est Rousse, c'est en latin Rutenia. Vous savez, l'autre nom pour désigner les Ukrainiens, c'est les Rutènes.
Voilà. Ah, oui. Donc, c'est ainsi. Donc, quand vous comparez, par exemple, la langue ukrainienne et la langue russe, ça ne va pas faire plaisir, évidemment, aux Ukrainiens, ce que je vais dire là, mais on est quand même dans une relation de proximité qui ressemble un peu à celle qu'il y a entre l'anglais et l'écossais, à celle qu'il y a entre le français et le québécois, entre... Je ne suis même pas sûr que ça aille au point de la différence qu'il y a entre le français Doyle et le français Doc. Ouais. Voilà. Donc, D'accord. Alors, c'est intéressant. Alors, alors vers où va-t-on ? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Poutine est déterminé à aller de l'avant jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la conquête de l'Ukraine, en dépit des difficultés qu'il rencontre et qui sont d'une certaine manière assez stupéfiantes ? Écoutez, l'ambition, le plan stratégique ou géopolitique de Poutine est d'ailleurs le plan stratégique ou géopolitique qui a été celui de la Russie dès le moment où l'Union soviétique a éclaté, c'est de maintenir ou de reconstituer sous un autre nom ce qu'avait été l'espace soviétique. Voilà. C'est l'idée qu'il est impensable que les pays ex-soviétiques ne soient pas, en fait, ne fassent pas partie d'un même ensemble avec la domination du pays le plus important, c'est-à-dire la Russie. Ça, c'était déjà le point de vue de Boris Yeltsin pendant les années 1990. C'était déjà dès 1992, dès l'éclatement de l'Union soviétique, vous avez des déclarations de Boris Yeltsin qui vont dans ce sens. Et vous avez des initiatives sur le terrain, comme par exemple le soutien russe à la Transnistrie, c'est-à-dire une espèce de zone plus ou moins autonome entre la Moldavie et l'Ukraine. Ça date déjà de cette époque. Alors, le minimum absolu, vital pour les Russes, c'est que l'Ukraine ne fasse pas partie d'un ensemble transnational ou multinational autre que l'ensemble russe. Donc, l'adhésion éventuelle de l'Ukraine à l'Union européenne ou l'adhésion éventuelle de l'Ukraine à l'OTAN, pour les Russes, c'est impossible. Je ne dirais pas que c'est casus belli, c'est plus que casus belli, c'est une atteinte vitale. Le problème, c'est que pour l'Ukraine, exister est impossible si on ne sort pas de l'orbite russe. Donc il y a là, au sein même de ce qu'il faut bien appeler une famille, il y a deux volontés de vivre, deux intérêts vitaux qui s'opposent frontalement. Comment gérer cette affaire ? On est vraiment devant un problème géopolitique extrêmement compliqué. Alors, un autre de vos ouvrages qui se rapporte à la Russie, de retour de Russie, c'est cela ? Le retour de la Russie. C'est aussi... on aurait pu prévoir, on va dire, cette volonté de Poutine d'aller... Tout le livre, ce livre est un livre qui a été publié au début de l'ère Poutine, mais tout ce que ce livre a voulu dire, c'est que la réalité russe, la réalité... je n'aime pas tellement cette expression, mais on va l'employer quand même, la réalité impériale russe revêt des visages différents, des casquettes différentes, mais c'est quelque chose d'intangible. Tant qu'il y aura physiquement des Russes et tant qu'il y aura un État à cheval sur l'Europe et l'Asie avec la puissance et la ressource au moins potentielle de la Russie, nous aurons une vocation hyper nationale, donc impériale de la Russie. Et tout ce qui s'est passé depuis les tsars jusqu'à Staline, puis de Staline jusqu'à l'éclatement de l'URSS, puis de l'éclatement de l'URSS jusqu'à ce qu'il faut bien appeler la restauration poutinienne, il y a une logique dans tout cela.
c'est ce que j'avais essayé d'expliquer dans ce livre. Il n'est pas exclu que ce livre soit prémonitoire, réapparaisse et qu'on lui donne une suite. Enfin voilà, c'est tout à fait évident. Eh bien, Michel, merci beaucoup pour nous avoir éclairé sur ces sujets d'actualité diplomatique tant dans notre région que du côté de l'Ukraine et de la Russie. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin et bon retour en France. Et on vous attend ici, bien entendu, régulièrement sur les ondes de Radio Kalita. Merci encore. Merci beaucoup, Daniel.